Bonjour à tous, je vous propose d'introduire tout doucement la séance, 8h29, comme ça on sera dans les clous. Donc une session d'hémostase que je vais modérer initialement tout seul, puis avec Fanny Bonhomme, puisque Christine Mouton n'a pas pu se déplacer ce matin. 3 topos qui vont vous être présentés. Un premier sur la biologie délocalisée au bloc opératoire. Un deuxième qui vous sera présenté sur les micro-angiopathies thrombotiques. Et puis on finira par de la CIVD. Donc des topos très éclectiques et qui seront... à n'en pas douter, particulièrement intéressant. Et puis ensuite, Fanny Bonhomme viendra modérer avec moi. Donc je donne la parole à Fanny Bonhomme, qui nous vient de Genève, pour causer de biologie délocalisée. Merci Fanny. Merci Jean-Stéphane, bonjour à tous. C'est là. Et donc effectivement, j'ai l'honneur de commencer cette session du samedi matin avec un sujet sur l'hémostase délocalisée au bloc opératoire pour lequel j'ai aucun conflit d'intérêt. Et les questions que je me suis posées quand on m'a proposé ce topo, donc initialement je trouvais ça assez facile, puis après je me suis rendu compte qu'il y avait un point d'interrogation et que le point d'interrogation voulait certainement me pousser à réfléchir un petit peu plus et à réfléchir avec vous finalement à la place de cette hémostase délocalisée. Donc on imagine bien que c'est toute l'hémostase qu'on ne va pas faire au laboratoire d'hémostase standard, donc toute la biologie que nous on peut faire au lit du patient. Et puis les questions auxquelles on va essayer de répondre, c'est finalement, est-ce qu'il y a une place pour cette hémostase délocalisée au bloc opératoire? Si oui, dans quelle indication et pour quel bénéfice? Et je finirai par encore une interrogation peut-être encore un petit peu plus philosophique. Finalement, est-ce que l'hémostase biologique délocalisée doit vraiment être faite au bloc opératoire? L'hémostase, c'est évidemment quelque chose qui nous intéresse en tant qu'anesthésie, surtout au bloc opératoire sur la partie saignement, quand on a un patient qui saigne. On a envie un petit peu de comprendre pourquoi, en dehors de la cause chirurgicale et de la lésion traumatique, pourquoi est-ce que le patient saigne, dans le but, si possible, de corriger au mieux l'hémostase pour favoriser la formation d'un caillot et l'arrêt du saignement. Donc là, vous avez la photo d'un caillot très simplifié, mais quand on y regarde de plus près, c'est un mécanisme qui fait intervenir beaucoup de choses, des plaquettes, des facteurs qui vont s'activer les uns les autres pour finir par former un réseau de fibrines, de plaquettes, d'autres facteurs, de globules rouges. Et c'est l'ensemble de ces facteurs-là, de tous ces éléments, qui vont conduire à l'obtention d'un caillot stable qui va arrêter le saignement. Et on comprend bien que quand on a un saignement d'origine inexpliquée, instinctivement, la meilleure manière de le traiter, ou ce qui nous semblerait le plus logique, ce serait d'aller apporter l'élément qui est déficitaire. Donc pour ça, il y a ce qu'on appelle l'hémostase délocalisée. Ce sont en général des tests de biologie qui sont faits en sang total et qui ont l'avantage donc de pouvoir être réalisés plus ou moins facilement au lit du malade. Le premier groupe de méthodes, ce sont toutes les méthodes viscoélastiques, viscodynamiques, qui, elles, vont s'intéresser surtout à la partie coagulation de l'hémostase. Je pense que vous êtes tous familiers avec ces courbes de thromboélastométrie, avec en haut ce qu'on obtient sur le TEG et en bas sur le ROTEM, donc c'est juste les dénominations qui changent. Mais si on veut être très très schématique, et je ne rentrerai pas plus dans les détails, on a une première partie d'obtention des courbes qui va nous apporter des informations plutôt sur l'initiation de la coagulation, sur la quantité de facteurs présents et sur la manière dont on peut commencer, ou en tout cas comment le patient peut commencer à générer de la thrombine. Et puis une deuxième partie des courbes sur l'amplitude du caillot, sur la stabilité du caillot, qui va nous apporter des informations plutôt en regard de la fonction plaquettaire globale et de la quantité de fibrinogène fonctionnel qui peut participer à l'élaboration d'un caillot stable. Il y a différentes méthodes qui existent. Je ne vous ai même pas toutes mises, il y en a encore d'autres, mais globalement, à l'heure actuelle, on a des méthodes, des dispositifs qui sont portables, qui sont simples et qui sont pour la plupart automatisés, où vous voyez ici, en fait, on met juste une cartouche dans la machine, on plante un tube, et puis la machine vous donne soit des courbes, soit carrément des résultats, comme dans une petite voiture moderne, où on vous dit si vous êtes bien selon les paramètres. Le deuxième groupe d'hémostase délocalisée, de tests qu'on a, c'est tous les tests de fonction plaquettaire qui sont basés sur différentes méthodes d'évaluation. Ça peut être du shear stress, comme on a avec le PFA 200. Ça, je ne pense pas que ce soit beaucoup rentré dans nos blocs opératoires.
Par contre, on a deux autres types d'évaluation. Un qui est basé sur, pareil, sur la stabilité, sur la force du caillot, l'élasticité avec le TEG Platelet Mapping. Et on a plusieurs dispositifs qui vont regarder l'agrégation plaquettaire, soit globale, soit sur des fonctions, des voies spécifiques d'activation, et qui vont vous donner comme ça un profil de réactivité plaquettaire en fonction des différentes voies d'activation de la plaquette. Alors évidemment, tout ça, toutes ces courbes, ce n'est pas de l'hémostase. Ce n'est pas l'hémostase physiologique comme elle se passe dans notre patient, mais ça y ressemble quand même beaucoup. Et quand on regarde un petit peu point par point certains éléments de tous ces tests, on peut obtenir des informations sur la dynamique de formation du caillot, et ça nous apportera plutôt des éléments de réponse en faveur d'un déficit en facteur de coagulation. On obtient donc des éléments sur l'amplitude et la stabilité du caillot. Je le redis, ça c'est les plaquettes et le fibrinogène. On peut éventuellement avoir des informations sur la dissolution du caillot, donc ça explore le versant de la fibrinolyse. Et si on associe aux tests viscoélastrométriques des tests de fonction plaquettaire, on a tout un diagnostic sur la réactivité plaquettaire, et ce qui nous apporte une vision, on va dire, assez globale et large de ce qui se passe au niveau hémostatique chez notre patient qui saigne. L'intérêt de ces méthodes, c'est que pour certains des paramètres de ces tests, on a une bonne corrélation avec les tests de laboratoire qui sont effectués en hémostase standard. Et notamment, il y a une très bonne corrélation, une bonne corrélation qui a été montrée entre l'évaluation du fibrinogène fonctionnel en thromboélastométrie avec la mesure du fibrinogène au laboratoire par la méthode Close. Et ça a été montré, cette corrélation, dans différentes situations cliniques qui sont les situations les plus hémorragiques, on va dire. Donc dans l'hémorragie du postpartum, vous voyez qu'on a ici une corrélation quand même qui est tout à fait correcte entre l'amplitude du caillot, donc c'est l'amplitude à 5 minutes, sur les tests FibTEM par rapport à la mesure du fibrinogène au laboratoire. Et on retrouve également une corrélation tout à fait adéquate en chirurgie cardiaque, et ça a été montré encore dans d'autres types de chirurgie. Donc c'est vrai que ces méthodes de viscoélastométrie sont un bon moyen d'obtenir rapidement, on va dire en une vingtaine de minutes, une évaluation du fibrinogène fonctionnel et donc une information sur la présence ou pas d'un déficit en fibrinogène. On a d'autres tests qui commencent à se développer, qui pour l'instant ne sont pas commercialisés pour toutes les machines, mais qui probablement nous aideront à l'avenir. C'est des cartouches qui vont permettre de diagnostiquer beaucoup plus finement l'anticoagulation de nos patients et notamment la présence d'AOD. Ça, c'est 2 papiers de 2019 qui ont été réalisés avec le TEG 6S. Les cartouches ne sont pas encore commercialisées, mais c'est en développement et ça devrait finir par arriver. Et donc ça sera probablement aussi une aide pour nous en situation d'urgence pour évaluer si un patient est traité par AOD, sachant que là, la biologie standard au laboratoire n'est pas forcément très bonne pour diagnostiquer ces patients, puisque vous savez que les AOD ne perturbent pas tous de manière égale le TP-TCA en France, hein, c'est ça, TP-TCA. Donc ça, c'est pour la partie vraiment numérique d'obtention de valeur. Ensuite, on sait, il y a des études qui ont montré que l'utilisation de la viscoélastométrie pouvait avoir un intérêt dans le pronostic du patient et dans vous aider à évaluer l'évolution que va prendre le saignement. Et ça a été notamment montré dans l'hémorragie du postpartum. Là, c'était encore avec du ROTEM sur la base du test FibTEM, donc sur l'évaluation du fibrinogène. Et les auteurs retrouvaient que finalement le FibTEM était un marqueur rapidement accessible et assez précoce sur l'évolution du saignement pour savoir si une patiente qui commence une hémorragie du postpartum va évoluer vers une hémorragie sévère ou si finalement on va avoir un saignement qui va s'arrêter assez rapidement. Et dans cette étude-là, les valeurs du FibTEM étaient corrélées aux besoins transfusionnels, au recours à des procédures invasives pour arrêter le saignement, à la quantité et à la durée du saignement, et de manière temps dépendant. On retrouve aussi cette valeur pronostique dans d'autres situations, et notamment chez les patients polytraumatisés, où certaines études ont même montré une corrélation entre les valeurs du ROTEM et le devenir du patient en termes de mortalité. Donc ça aussi peut être un intérêt en termes de pronostic, même si ça ne nous permet quand même pas à chaque fois de screener vraiment nos patients.
Ensuite, quel est le bénéfice qu'on a quand on implémente ces machines, ces tests au bloc opératoire? Les premiers papiers qui ont étudié tous ces dispositifs ont montré clairement qu'on changeait nos stratégies transfusionnelles. Alors, c'est évidemment pas une grande surprise. Vous mettez un nouvel outil à disposition qui vous permet de diagnostiquer des choses de manière un petit peu différente par rapport à votre pratique habituelle. Et il est évident que quand vous avez des résultats avec la thromboélastométrie, vous n'allez pas juste regarder les résultats, mais adapter vos thérapeutiques derrière. Sinon, la machine ne sert à rien. Donc, évidemment, il y a toujours un espèce de facteur confondant, c'est-à-dire qu'on ne parle pas juste de la machine, mais on parle de l'algorithme que les équipes décident de mettre en place en fonction des résultats. Et on voit clairement, et ça, je vais montrer plusieurs papiers, que quand on utilise, là c'était en chirurgie cardiaque, de la thromboélastométrie avec un protocole transfusionnel adapté aux résultats, on diminue le taux de globules rouges. Ça ne modifiait pas trop la transfusion de PFC dans cette étude, mais ça diminue la transfusion de plaquettes. On avait beaucoup moins recours au PCC, donc ça c'est des études plutôt où les équipes utilisent des PCC plutôt que les PFC. Et ce qui est quand même pas étonnant, j'ai beaucoup insisté sur le fibrinogène quand je vous ai parlé au départ de ce que permettait d'évaluer la thromboélastométrie. On diagnostique beaucoup plus de déficit fonctionnel en fibrinogène avec ces méthodes que ce qu'on faisait avant avec le laboratoire. Donc en général, dans toutes les études, on a une augmentation de la consommation et de l'administration de fibrinogène. C'était juste une étude de coût et de pratique, et les auteurs montraient que dans cette période avant-après, après l'introduction du RETEM, ils avaient nettement diminué leurs coûts. Alors vous allez me dire, c'est très bien, les coûts, ça intéresse beaucoup nos administrateurs, peut-être que ça nous intéresse moins, nous, en termes médicaux. Ça, c'est la même chose, un gros protocole, vous voyez, assez détaillé, où les auteurs montraient que là, cette fois, c'était dans le trauma. Après l'introduction de la thromboélastométrie, ils avaient diminué leur consommation de tout produit sanguin labile au prix d'une augmentation de la consommation des concentrés de fibrinogène. Mais l'un dans l'autre, pareil, on retrouvait une diminution globale des coûts. Est-ce que finalement, ça, en dehors de la baisse de coûts, ça change quelque chose pour nos patients? Je vais vous montrer deux études, toujours dans le trauma et de la chirurgie cardiaque. Celle-ci, donc, ça a été une étude réalisée dans le trauma. C'est une étude randomisée, contrôlée, où les auteurs ont randomisé les patients en deux groupes. C'était des patients polytraumatisés avec des critères à l'admission de transfusion massive. Donc, qui recevaient initialement un premier pack transfusionnel qui contenait 4 concentrés érythrocytaires de PFC. Les patients étaient randomisés ensuite en deux groupes. Un groupe qui était managé selon la biologie conventionnelle au laboratoire associé avec un algorithme décisionnel. Et puis vous avez là les critères de transfusion sur la biologie standard. Et un groupe qui était managé avec de la thromboélastographie associée à un algorithme. Ce que montraient les auteurs, c'est que clairement, il y avait une différence de mortalité qui était en faveur du TEC, puisqu'on avait dans le groupe managé par le TEC 20% de mortalité, je vous rappelle, c'est des polytraumatisés sévères, versus 36,4% dans le groupe qui était managé selon la biologie conventionnelle. Et en fait, là où se faisait surtout la différence, c'était dans la prise en charge initiale, puisqu'on évitait un certain nombre de décès précoces avec l'utilisation de la thromboélastographie. La même chose en chirurgie cardiaque avec des algorithmes volontairement illisibles, juste pour vous montrer que c'est bien d'avoir la machine, mais derrière, il faut des algorithmes qu'on décide. Ça, c'est au centre un petit peu de décider. Il y en a des plus ou moins complexes. Je ne suis pas sûre que celui-là soit très instinctif quand on veut l'utiliser. Mais toujours est-il que dans le cadre de l'étude, une étude pareille, prospective randomisée en chirurgie cardiaque, où on comparait algorithme sur de la biologie standard versus algorithme basé sur de la thromboélastométrie et des tests de fonction plaquettaire, les auteurs retrouvaient globalement une diminution des produits sanguins labiles. Ce n'est pas étonnant, ça avait déjà été montré dans d'autres études, mais on avait aussi une survie plus élevée dans le groupe managé avec la thromboélastographie et le multiplète, puisqu'on n'avait que 4% de mortalité dans ce groupe-là versus 20% dans le groupe biologie standard. Et pour finir, une petite méta-analyse sur la chirurgie cardiaque. Il faut savoir que quand vous lisez des études, c'est très difficile en tout cas de vous faire vraiment un avis, puisqu'une étude, c'est un design, c'est une population choisie incluse, c'est un moment d'étude, ça dépend aussi de la manière dont le centre est organisé.
Donc, dans cette méta-analyse qui n'est pas si ancienne sur la chirurgie cardiaque, vous voyez qu'on n'avait pas de différence de mortalité, contrairement aux études précédentes que je vous ai mises. Quand on poulait l'ensemble de ces études, 17 études, on n'avait pas de différence sur la mortalité qu'on utilise ou pas de la biologie délocalisée au bloc opératoire. Par contre, on évitait tout un tas de complications, que ce soit les complications de saignement, les insuffisances rénales, les réexplorations chirurgicales, les transfusions, etc. Même période, 2016, les deux méta-analyses publiées en 2016, des auteurs différents. Ça, c'est la Cochrane qui fait à peu près la même méta-analyse, qui reprend donc le même pool d'études, mais qui de toute évidence ne retient pas tout à fait les mêmes études. Et dans cette étude-là, par contre, il y a une différence claire de mortalité qui semble apparaître. Donc, c'est toujours pas clair pour moi si vraiment on change la mortalité ou pas juste avec ces dispositifs-là. C'est probablement l'algorithme et toute l'organisation autour qui joue aussi un rôle. Toujours est-il que dans les recommandations européennes sur la prise en charge du saignement périopératoire sévère ou sur le saignement traumatologique, il est recommandé d'utiliser les méthodes viscoélastométriques pour monitorer la coagulation. Et quand vous regardez les chirurgies qui sont proposées, celle où on a le plus d'arguments dans la littérature, c'est la chirurgie cardiaque, c'est la traumatologie, la chirurgie pédiatrique, essentiellement pour la chirurgie cardiaque, la chirurgie de crânio-synostose et l'hémorragie du postpartum. Donc au final, l'hémostase délocalisée, ça vous permet un monitoring des troubles de l'hémostase. On a vu que ça avait une bonne corrélation avec certains paramètres d'hémostase standard et que ça vous permettait, si vous associez des tests de fonction plaquettaire, d'évaluer les fonctions plaquettaires de votre patient. L'idée derrière étant de pouvoir proposer à un patient qui saigne un traitement guidé, ciblé, que ce soit en chirurgie cardiaque, en traumato, en obstétrique, en transplantation hépatique, qui sont finalement des situations qui nécessitent une correction rapide. On l'a vu, c'est probablement pas seulement le monitoring qui joue, c'est le monitoring plus l'algorithme qui est associé. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces méthodes nous permettent vraiment une exploration plus globale ou plus complète de l'hémostase que ne le fait la biologie standard? Ou est-ce qu'on peut seulement expliquer ces résultats par le fait qu'on obtient des résultats beaucoup plus rapides qu'au laboratoire et donc on peut rapidement apporter une correction ciblée? Et je pense que vous avez tous vécu ça quand vous faites un prélèvement au bloc opératoire, c'est le circuit du sang. Donc vous prélevez votre patient, en général ça va assez vite parce que sur nos patients instables, on a soit des voies centrales, soit des cathéters artériels. Par contre après, il faut envoyer votre tube de prélèvement au laboratoire. Si vous avez de la chance, vous avez un pneumatique qui en 2 minutes vous envoie les tubes au laboratoire, pour autant qu'il fonctionne, pour autant que l'aide-soignante ne mette pas le mauvais code sur le pneumatique et que votre tube ne se perde pas dans les couloirs de l'hôpital. Et puis parfois, ça part par transporteur. Et puis là, il faut attendre que le transporteur parte. Et dans les études, on retrouve que finalement, le délai d'acheminement des prélèvements, ça va entre 2 minutes et 2 heures. Donc c'est vraiment une question d'organisation de centre. Ensuite, il faut que la technicienne qui reçoit le prélèvement au laboratoire le rentre dans le système. Donc là aussi, tout dépend de la charge de travail, de l'heure, du jour de l'année. Ça peut aller de quelques minutes, voire jusqu'à 1 heure d'attente. Il y a la centrifugation des prélèvements qui est obligatoire. La centrifugation, c'est 10 à 15 minutes. Ensuite, il y a 10 à 15 minutes d'analyse pour les tests d'hémostase. Et puis ensuite, il faut que le biologiste ou le technicien valide le résultat, donc il vérifie qu'il n'y a pas eu de problème sur le prélèvement, que les résultats sont cohérents, etc. Et là, pareil, ça peut être très variable. Toujours est-il que quand on réfléchit à avoir des tests de biologie standard de manière plus rapide, et je sais qu'il y a des hôpitaux qui l'ont fait en France, on est un petit peu plus lent en Suisse, donc on n'en est pas encore là. Mais il y a certains centres qui sont organisés pour avoir un transporteur qui est, quand vous prélevez, directement devant le bloc opératoire pour acheminer le prélèvement rapidement au laboratoire. Le laboratoire est prévenu qu'on est dans une situation d'hémorragie qui nécessite des résultats rapides. Donc en fait, ici, vous avez juste quelques minutes ici. Et il y a même des biologistes qui ont proposé, qui ont étudié de faire des centrifugations beaucoup plus rapides, c'est-à-dire au lieu de faire 15 minutes de centrifugation à 2200 G, de faire juste 2 minutes à 4500 G. Ils ont montré qu'avec cette manière de centrifuger, on obtenait des résultats fiables pour 10 tests d'hémostase qui sont en fait ceux qui nous intéressent, le TP, le TCA, le fibrinogène et le dosage d'un certain nombre de facteurs. Donc finalement, si votre hôpital s'organise bien,
Vous pouvez raccourcir ici à quelques minutes, ici ça prend plus que 2 minutes. Il y a évidemment les 10 minutes de l'automate qui sont incompressibles. Et le biologiste peut aussi vous rendre rapidement un résultat sans passer peut-être par l'étape de toute la validation en vous disant que ça va être validé ultérieurement, mais vous avez déjà un premier résultat. Et là, je vous montre une diapositive qui avait été présentée au congrès de l'ISTH à Dublin en 2018. Je n'ai pas trouvé encore la présentation publiée complète, où c'était une équipe française qui avait inclus 77 patients et qui avait comparé obtention des résultats par le ROTEM versus obtention des résultats d'hémostase au laboratoire standard avec ce protocole FAST où tout était optimisé pour gagner du temps. Et la première chose qui est très intéressante, c'est que finalement, on se rendait compte dans cette étude que les résultats du ROTEM qui étaient exploitables, une fois que vous avez tout, donc vous avez déjà l'amplitude du caillot à 10 minutes, etc., et bien quand le délai entre le prélèvement et l'obtention du résultat du ROTEM, c'était 23 minutes en médiane. Et pour les tests au laboratoire standard, c'était seulement 27 minutes. Donc finalement, quand votre hôpital peut s'organiser pour avoir de la biologie standard rapidement, on a l'impression que le critère temps avec les machines de thromboélastométrie n'est plus vraiment le critère principal, puisqu'on a à peu près la même durée d'obtention. Après, il y a le problème de la corrélation que vous avez. Et si on voit que le PT, le TP était plutôt bien corrélé au CT en externe. Vous voyez ici, on avait à peu près 61% ici de concordance. On voit que pour le fibrinogène, dans cette étude-là, c'était beaucoup moins bien corrélé que ce qu'on retrouvait dans les études précédentes. Donc après, la question, c'est finalement à qui vous voulez faire confiance. Est-ce que vous voulez faire confiance à la thromboélastométrie ou à votre laboratoire? Je terminerai quand même en disant que la biologie en sang total, qu'on la fasse nous au lit du patient, ou ça reste de la biologie. Ça veut dire qu'il faut quand même pouvoir assurer une analyse de toutes les variables préanalytiques, une validation des résultats. C'est un peu moins vrai maintenant avec les automates, mais il y avait sur les anciennes machines, et ça existe encore sur certains modèles, tout un tas de pipetage à faire. Et puis, il faut pouvoir assurer les contrôles de qualité. Là, vous avez une des infirmières anesthésistes des HUG. J'espère qu'il n'y a personne des HUG dans la salle qui va m'entendre. Je fais énormément confiance à cette personne-là pour m'endormir. Si elle devait m'endormir toute seule, m'intuber toute seule, ça ne me poserait pas de souci. Par contre, quand je vois le matin l'état de nos machines de thromboélastométrie au bloc, j'ai beaucoup plus de doutes sur la capacité de nos infirmiers ou de notre personnel à réaliser ces tests de thromboélastométrie en urgence. Entre les réactifs qui ne sont pas complètement pipetés, ceux qui ont été conservés au congélateur alors qu'ils doivent être conservés à 4 degrés, entre l'infirmier qui me dit « Ah, mais j'ai mis la seringue directement, je n'ai pas mis le prélèvement dans un tube avant de mettre dans la machine. » Et toute cette partie-là, c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément, et je pense qu'on n'est pas tous des biologistes. Donc certains centres ont aussi décidé de mettre l'hémostase en sang total, relocalisé au laboratoire de biologie. Et donc finalement, il faut juste organiser un transport rapide par transporteur. Ce sont les biologistes qui s'occupent de toute la qualité, de toutes les analyses des variables préanalytiques, etc. et qui vous rendent, via un système informatique, en temps réel, l'apparition des courbes. Donc au final, je pense que ce sont de bonnes méthodes qui nous apportent évidemment des informations importantes pour la prise en charge de nos patients. On a une évaluation rapide du fibrinogène, on peut évaluer quand même un petit peu la fonction plaquettaire, on peut évaluer si notre patient manque plutôt de facteurs, plutôt de fibrinogène. Tout ça, ça doit être évidemment associé à un algorithme qui, dans tous les cas, va modifier vos pratiques transfusionnelles. Par contre, le bénéfice clinique ou sur la mortalité n'est pas forcément très clair dans toutes les études et parfois contradictoire. Et au final, est-ce que ces tests-là doivent être au bloc opératoire ou au laboratoire? Je n'ai pas vraiment la réponse. Je pense que ça dépend finalement de deux grands éléments. La rapidité avec laquelle vous pouvez organiser l'obtention des résultats dans votre institution et aussi la fiabilité, la confiance que vous voulez apporter aux personnes qui réaliseront ces tests. Je vous remercie pour votre attention. Merci Fanny pour cette excellente présentation. Y a-t-il des questions dans la salle, des commentaires, des remarques? Tout le monde est encore un peu endormi ce samedi matin. Ah. Oui, il y a un micro juste derrière. Oui, bonjour, Nicolas Nessler de Rennes. Alors moi j'ai vu que l'expérience en chirurgie cardiaque
avec Isabelle Gouin, on a en 15 minutes l'hémostase classique à Rennes. Et puis on a eu le Rotem délocalisé en même temps. Et puis maintenant on a le Rotem relocalisé. Et puis maintenant le Cantra relocalisé. Et en fait on utilise donc le Rotem, le Cantra remplacer le Rotem, mais on utilise toutes les méthodes, quoi. Ouais. Hein, c'est pas exclusif. Et même si on peut avoir une coag classique extrêmement rapidement, ça ne nous empêche pas d'utiliser les tests viscoélastiques et de confronter les résultats. Et on peut plus s'en passer. Donc, c'est pas juste une histoire de rapidité. Bon, voilà. Ça, je suis d'accord avec vous. Après, la question qu'il y a derrière, et là, c'est moi qui pose la question, c'est assez rare d'ailleurs, mais finalement, quand vous avez des résultats qui sont un petit peu discordants entre un FIBTEM et un fibrinogène au laboratoire, vous avez 1,5 au laboratoire et un FIBTEM qui n'a pas l'air encore très confortable, vous faites confiance à qui finalement? Test viscoélastique. Alors ça, on regarde toujours si ça saigne. Hein. Ça, je ne l'ai pas dit, mais on ne corrige jamais si ça ne saigne pas. Hein. On est bien tous d'accord. Vous faites plus confiance aux tests viscoélastiques dans ce cas-là? Oui, je pense, oui. Ouais. Et pour ce qui est du pipetage, donc là, avec les outils modernes, il n'y a plus de pipetage, hein, c'est sans total. Alors, il y a le Claude Pro, le Claude Pro sur lequel il faut encore pipeter. C'est vrai que les dernières machines sont toutes sans pipetage. Après, je ne pense pas que toutes les institutions qui s'étaient équipées en Rotem Delta ou en TEG à 5000 et qui devaient pipeter, je ne suis pas certain que tout le monde ait déjà passé le cap de changer pour des automates, parce que finalement, ça a quand même un coût. Ça a aussi un coût en termes de cartouches. Donc, je pense qu'il y a quand même, en tout cas chez nous, on est passé aux automates, mais jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on avait encore les machines où il fallait pipeter. Ouais, c'est vrai que le coût après, parce que nous, pour l'instant, on vit plus sur des prêts, finalement, et des conventions avec les laboratoires, mais notre institution, pour l'instant, ne nous paye pas alors que c'est recommandé, et puis que nous, on ne peut plus s'en passer. Donc, il va falloir qu'on travaille là-dessus. Mais par contre, voilà, par rapport au pipetage, il y a plus, avec les outils modernes, c'est vraiment très simple, le tube de sang total, comme vous savez, et puis la cartouche, et encore ne faut-il pas se tromper de tube. Ça, vous pouvez y arriver si vous faites. On peut y arriver, oui. Mais réanimation, vous devez pouvoir arriver à pas vous tromper. Mais ça arrive quand même encore, et je pense qu'il ne faut vraiment pas négliger ça quand on a des centres, on a beaucoup de personnel à former. Il y a quand même encore des erreurs, même si vous simplifiez au maximum les procédures, il y a encore malheureusement de temps en temps des erreurs et les gens n'ont pas forcément le regard critique derrière pour se dire que le résultat qu'ils obtiennent n'est pas très cohérent et que c'est peut-être dû justement à une erreur préanalytique. Il faut aussi, j'arrête là après, des formations régulières de tout le personnel et puis aussi des médecins, quasiment tous les semestres et des internes. Et donc, je pense que les chirurgiens même sont convaincus quasiment qu'il n'y a plus besoin de commander en avance les PFC, qu'on peut se donner un petit peu de temps pour voir le résultat du test viscoélastique. Voilà, c'était juste un témoignage, merci. Stéphanie. Bonjour, moi c'était plus un commentaire. À Bordeaux, on a eu plusieurs époques, le Rotem délocalisé au bloc opératoire, avec des expériences diverses, on va dire, selon le niveau d'implication des personnes. Et on l'a relocalisé au laboratoire, du coup, avec des écrans déportés. Et quand on a équipé le deuxième site, on a eu cette discussion. Alors nous, on avait fait le choix du Rotem, c'était Rotem Delta avec pipetage ou Rotem Sigma automatique. Il y a la question du coût, il y a la question du nombre de patients que vous pouvez passer en même temps selon que vous êtes sur un modèle complètement automatisé ou un modèle de pipetage. Et puis il y a aussi, si vous voulez faire de la recherche, faire un peu de cuisine, mettre au point vos propres tests, et ben ça c'est totalement impossible avec les systèmes complètement automatisés. Donc il y a aussi une réflexion sur qu'est-ce que je veux faire de mon appareil de viscoélastométrie. Est-ce que c'est que pour les patients? Est-ce que c'est aussi pour la recherche? Enfin voilà, rares sont les hôpitaux qui ont les moyens d'avoir 2, 3 machines, donc on est obligé de vraiment tous se mettre autour de la table et de discuter de ce qu'on veut en faire. Et au final? Alors, au final, ce que vous aviez choisi pour le deuxième hôpital? On avait pris un Rotem Delta, celui avec étape de pipetage, qui permet de passer 2 ou 3 patients en même temps selon le nombre de tests qu'on veut faire et qui permet de s'amuser un peu et de faire un peu de recherche. Et vous aviez placé au laboratoire? Ah oui. Oui. C'est un peu la tendance, et effectivement, ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire. Pour que des cliniciens jouent avec, il faut que ça soit automatisé, sinon ça ne marche pas comme tu l'as dit. Et si on a la chance d'avoir une excellente collaboration avec le labo et que ça va très vite avec le labo, et ben c'est le semi-automatique qui permet aussi de faire de la cuisine.
qui est le plus intéressant. L'un n'empêche pas l'autre si on a les moyens.